Dans cette nouvelle partie de cours, nous allons laisser la gestion d'événements de côté pour nous intéresser plus particulièrement à la manipulation du DOM HTML. Et donc nous allons déjà commencer par apprendre à sélectionner et à modifier des éléments HTML en jQuery. Donc si vous avez suivi mon cours sur le JavaScript, vous devriez savoir ce qu'est le DOM et être à l'aise avec le concept de manipulation donc de ce Document Object Model. Alors, pour rappel, le Document Object Model, ou DOM, est une interface créée lors du chargement d'une page web, nous permettant via des scripts d'accéder au contenu HTML et CSS d'une page afin de le modifier de façon dynamique. En d'autres termes, nous allons pouvoir modifier l'aspect d'une page HTML en manipulant le DOM en utilisant du JavaScript. Alors la librairie jQuery justement simplifie grandement le ciblage des éléments HTML en intégrant la syntaxe des sélecteurs CSS. De plus, le jQuery nous fournit différentes méthodes pour interagir avec le DOM. Nous allons donc pouvoir manipuler le DOM simplement et de manière puissante en utilisant le jQuery, et c'est pour ça donc que nous allons apprendre à faire toutes ces manipulations du DOM en jQuery. Alors avant tout, il faut que je vous parle de getter et de setter. Alors, généralement, les langages orientés objets intègrent deux grands types de méthodes. Les méthodes de type getter, donc getter qui vient de get, obtenir en français, et les méthodes de type setters, donc de set qui signifie définir en français. Par convention, les méthodes de type getter commencent par le préfixe get, tandis que les méthodes de type setter vont commencer par le préfixe set, pour faciliter justement leur distinction. Par exemple, le JavaScript possède deux méthodes pour obtenir et pour accéder à un attribut HTML et pour le modifier ou le définir, qui ont pour nom donc getAttribute pour obtenir et accéder à un attribut HTML et setAttribute pour le modifier ou le définir. Le jQuery rend les choses encore plus simples puisque certaines méthodes jQuery ont été créées de manière à pouvoir servir à la fois de getter ou de setter selon le type d'argument qu'on va leur passer, selon le nombre d'arguments qu'on va leur passer. Par exemple, la méthode CSS que nous avons vue brièvement au cours des parties précédentes va pouvoir être utilisée en tant que getter ou en tant que setter. Donc si on ne lui fournit que le nom d'une propriété CSS en argument, cette méthode va se comporter comme un getter et se contenter d'afficher la valeur correspondante à la propriété. En revanche, si on lui passe en plus une valeur en second argument, donc valeur relative à cette propriété CSS qu'on va passer en premier argument, la méthode CSS va attribuer cette nouvelle valeur à la propriété CSS et donc se comporter comme un setter, c'est-à-dire va modifier la valeur de la propriété CSS. Donc on va immédiatement voir un exemple ensemble afin d'être bien clair sur ce point-là. Donc pour cela, on retourne ici dans notre éditeur de texte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement me contenter de créer un span ici en lui donnant un ID test par exemple. Et donc en jQuery ici, je vais déjà commencer par utiliser ma méthode CSS comme un getter, c'est-à-dire pour récupérer, pour obtenir la valeur d'une propriété dans ce cas-ci. Donc on récupère par exemple la taille de notre titre H1. Donc moi je vais récupérer cette taille dans une variable afin de pouvoir l'afficher par la suite. Donc var taille égale, on cible notre titre H1 tout simplement et on utilise la méthode CSS. Donc en lui passant la propriété font size afin d'obtenir la taille une nouvelle fois de notre titre H1. Donc ici on utilise la méthode CSS comme un getter tout simplement. Et ensuite donc on affiche la valeur récupérée. Donc on va l'afficher dans notre span bien évidemment. Pour cela on le cible avec son ID et on utilise la méthode text cette fois-ci span taille comme cela. Donc ici si j'affiche, vous voyez que la valeur 32 pixels nous est renvoyée. Donc on a bien utilisé la méthode CSS comme un getter puisqu'ici la méthode CSS s'est contentée de nous renvoyer la valeur de la propriété font size qu'on a ensuite donc affiché en utilisant bien évidemment la méthode text. Alors on va maintenant pouvoir utiliser également, comme je vous l'ai dit, la méthode CSS en tant que setter en lui passant en second argument une nouvelle valeur donc pour la propriété passée en premier argument. Donc par exemple ici, si je passe, ici je vais supprimer ma variable taille
je vais supprimer mon commentaire également. Et donc si je passe ici en plus de ma propriété une valeur relative à la propriété, par exemple 50 pixels, la méthode CSS va se comporter comme un setter, c'est-à-dire attribuer cette nouvelle valeur à ma propriété CSS. Donc je vais ensuite, toujours pareil, récupérer la taille de mon titre H1, mais donc cette fois-ci la nouvelle taille, puisque bien évidemment le code est lu linéairement, donc ça va récupérer CSS, donc font size, ça va récupérer la taille que je viens de définir, hop, ici et ici, et donc ensuite j'affiche toujours ma taille, le contenu de ma variable taille. Donc on met à jour et on affiche à nouveau. Et donc vous voyez maintenant donc, que mon titre a bien une taille de 50 pixels et plus de 32 pixels. Donc la taille de mon titre a bien été modifiée. Donc on a bien utilisé la propriété CSS comme un setter. Et ensuite donc on a affiché la nouvelle taille de mon titre qui est maintenant donc de 50 pixels. Donc là on utilise la propriété CSS comme un getter tout simplement. Donc nous avons eu recours à la méthode text plusieurs fois depuis le début de ce cours sans jamais véritablement expliquer son fonctionnement. Et je vais donc en profiter pour le faire dès maintenant. Alors donc la méthode jQuery text va nous permettre de lire le contenu textuel d'un élément. Donc dans le cas d'une utilisation en tant que getter, ou de définir un nouveau contenu textuel pour un élément dans le cas d'une utilisation en tant que setter. Dans le cas de l'utilisation comme getter, nous utiliserons text sans argument. Et si on souhaite utiliser comme setter, on précisera la nouvelle valeur à définir en argument de cette méthode. Donc normalement rien de bien nouveau, puisqu'encore une fois nous avons déjà utilisé cette méthode plusieurs fois dans ce cours, mais je ne l'ai pas véritablement expliqué, donc c'est pour ça que je le fais maintenant. Donc on va prendre immédiatement un premier petit exemple. Donc ici je vais tout supprimer, et ici donc je vais rajouter un nouvel élément HTML dans mon titre H1. Donc par exemple, un élément marque comme ceci. Donc l'élément marque, bien sûr, qui sert à marquer du contenu et qui se traduit visuellement par un contenu surligné, donc comme cela. Vous voyez donc ici, on a le contenu qui est surligné en jaune. Donc on va commencer déjà par récupérer le contenu de notre titre H1, donc grâce à la méthode text bien évidemment. Donc on utilise la méthode text comme un getter pour commencer. Donc on récupère le contenu dans une variable qu'on appelle titre. Donc on cible notre titre H1 et on utilise la méthode text ici. Ensuite on va modifier le contenu de notre titre H1. Donc on va utiliser cette méthode de text en tant que setter cette fois-ci. Donc H1 ici, text. Donc ici on va utiliser un élément marque à l'intérieur de notre méthode text afin de voir le comportement, donc voir si cet élément est interprété ou pas. Donc cela va me servir pour la suite du cours, la suite de ce chapitre, donc DOM manipulé comme cela. Et donc on affiche ensuite donc, le contenu de la variable titre, toujours pareil dans notre span, test.text titre, hop, comme cela. Donc on enregistre, on met à jour notre page. Et donc vous voyez maintenant, donc on a bien manipulation du DOM HTML, donc c'est ce qu'il y a dans notre variable titre, donc c'est le titre qu'on avait récupéré avant de le modifier ici, donc c'est normal. Et ensuite donc on a bien notre titre qui a été modifié, ici on a donc DOM manipulé en nouveau titre. Alors vous remarquez plusieurs choses dans ce code et dans ce résultat. Donc tout d'abord, la première chose à remarquer, c'est que ici, donc les balises marque, donc l'élément marque n'a pas été interprété comme un élément HTML. Donc on a bien des balises écrites comme cela, mais on n'a pas donc l'interprétation, c'est-à-dire en l'occurrence ici, le résultat visuel aurait été le DOM qui aurait été surligné en jaune. Et en revanche, donc ici, on a manipulation du DOM HTML qui est écrit donc sans notre élément marque de base, donc l'élément marque qui était ici, mais on voit bien également donc que l'élément marque a complètement disparu puisqu'on n'a pas non plus d'interprétation, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus de jaune surligné. Vous voyez ici qu'on n'a bien plus d'élément marque du tout. Alors donc pourquoi ce comportement? Tout simplement car la méthode text ne va récupérer et lire
que le contenu textuel contenu dans un élément et ignorer toutes les balises HTML. Ainsi, donc, lorsqu'on récupère notre titre dans la variable titre, les balises correspondant à l'élément marque vont être ignorées, et de même, si on tente d'ajouter des balises lorsqu'on définit un nouveau contenu textuel, celles-ci ne vont pas être interprétées par le navigateur, mais être affichées telles quelles. Alors, notez entre autres qu'on ne va pas pouvoir utiliser texte pour des éléments de formulaire, et nous utiliserons plutôt la méthode val à la place. Alors donc, comment faire si on souhaite maintenant donc inclure des éléments HTML dans un nouveau texte, dans un élément, ou faire en sorte que ces éléments HTML soient lus? Et bien nous allons tout simplement utiliser plutôt la méthode HTML, donc méthode HTML qui est similaire à la méthode texte, à la différence près qu'elle va fonctionner avec tous les éléments et que cette fois-ci les éventuelles balises HTML présentes dans un élément ou définies dans le cas d'un changement de valeur vont bien être interprétées. Donc on va illustrer cela immédiatement en reprenant donc notre exemple précédent, celui-ci, et en utilisant cette fois-ci la méthode HTML à la place de la méthode texte, tout simplement puisque ces deux méthodes s'utilisent de façon analogue une nouvelle fois. Donc, je vais tout simplement remplacer mes textes par HTML comme ceci, et on va donc voir la différence au niveau du résultat. Donc ici, comme vous le voyez, on a commencé déjà donc une nouvelle fois par récupérer l'intégralité de l'élément H1 grâce à la méthode HTML, y compris donc les balises relatives à l'élément marque, puisque l'élément marque est retraduit ici. Donc ensuite on a défini un nouveau titre en modifiant la place des balises marques. Donc vous voyez bien que ma balise marque maintenant est autour de DOM, et on s'aperçoit une nouvelle fois que ces balises sont bien interprétées par le navigateur. Elles n'apparaissent donc plus visuellement, mais on a le résultat donc visuel de l'élément interprété par le navigateur. Et donc la même chose se produit une nouvelle fois donc lorsqu'on affiche ce que contient la variable titre avec HTML, puisque les balises ont bien été récupérées et sont bien interprétées, d'où le surlignage donc de l'abréviation DOM et de HTML. Donc voilà tout pour cette différence qui est quand même de taille entre les méthodes texte et HTML, et donc vous savez maintenant quand utiliser plutôt texte ou quand utiliser plutôt HTML, selon que vous vouliez inclure des éléments HTML ou pouvoir interpréter donc ces balises HTML. Alors méthode suivante maintenant, vu que je viens d'en parler, autant la voir rapidement. La méthode val, donc méthode val qui est souvent utilisée pour récupérer le contenu d'éléments de formulaire tels que les éléments input, text area ou encore select. Alors dans le cas où on utilise la méthode val avec l'élément select, cette méthode va renvoyer la valeur nulle si aucune option n'a été choisie, ou un tableau si plusieurs options ont été choisies, ce qui est possible si on donne par exemple un attribut multiple à select. Alors dans tous les cas, nous allons devoir utiliser les méthodes relatives au formulaire vu précédemment afin d'afficher les valeurs en direct. Dans le cas d'un champ de texte, la meilleure solution est certainement d'utiliser un gestionnaire d'événements de type keyUp, tandis qu'on préférera utiliser la méthode change pour afficher les options d'un élément select choisi. Donc on va voir une nouvelle fois un nouvel exemple ensemble afin d'illustrer tout cela. Donc pour cela, je vais avoir besoin moi de champs de formulaire. Donc je vais supprimer ce que j'ai déjà ici écrit en jQuery. Donc je me place, je vais supprimer également mon élément marque qui ne me servira plus dorénavant. Et donc je vais me placer sous mon titre H1. Je vais déjà commencer par créer un input que je vais lier à un label. Donc pour cela je commence par le label. Donc label for égale, on va dire prénom par exemple. Entrée un prénom comme ceci. Et donc, l'input en dessous qui va lui être lié, donc type, on met texte, id, on va mettre prénom, et name égale, donc prénom également. Alors, je vais créer ici un premier span, donc je vais l'appeler span id égale sp1 par exemple, pour span numéro 1. Et je vais également inscrire un retour à la ligne ici. Et donc en dessous de ce champ de texte, je vais créer également donc une liste select. Donc select à laquelle je vais passer un attribut multiple pour qu'on puisse sélectionner donc plusieurs choix si on le souhaite. Comme cela. Et donc dedans je vais créer trois options. Option 1. Option 2
et option 3, tout simplement. Donc option 3. Ici, ce deuxième span, je vais donner l'ID SP2 plutôt, afin de bien pouvoir différencier les deux spans. Et donc nous allons utiliser cette méthode val, nous allons illustrer le comportement de cette méthode val. Donc pour cela, je vais commencer par l'utiliser sur mon champ de texte. Donc je vais utiliser également le gestionnaire d'événements de type keyUp. Donc prénom ici, point keyUp, donc function. À l'intérieur de ma fonction, donc je vais créer une variable que j'appelle valeur input par exemple, égale, donc c'est là où on utilise bien évidemment notre méthode val ici, donc la valeur qui va récupérer la valeur du champ inscrite dans le champ de texte et qu'on va afficher dans notre span sp1. Donc point texte valeur input, comme cela. Donc en fait, dès que l'utilisateur va relâcher une touche de clavier, cette touche va être affichée dans notre span, va être récupérée grâce à la méthode val et va être affichée dans notre span. Et ensuite, donc, je vais utiliser plutôt une méthode change pour mon élément select. .change function. Donc variable, on va l'appeler valeur select tout simplement, égale à donc select. Alors cette fois-ci, il faut gérer le cas où il n'y aurait aucune valeur sélectionnée ou le cas où il y aurait plusieurs valeurs sélectionnées justement. Donc val, on va mettre ça, ou donc, pardon, ou le cas d'un tableau. Et donc cette fois-ci, on affiche dans notre span sp2, ici, le contenu de notre variable valeur select. Et donc comme cette variable peut contenir plusieurs valeurs, justement, on va utiliser également la méthode join. Et donc on va utiliser le séparateur suivant, tout simplement, sans trop se poser de questions. Donc ici, on enregistre, on affiche et je commente le résultat bien évidemment comme d'habitude. Donc vous voyez qu'on a bien tout d'abord notre champ de texte et ensuite notre liste d'options. Donc lorsque j'inscris une lettre dans mon champ de texte, vous voyez que cette lettre apparaît immédiatement. Donc PIE2RE par exemple. Et donc si j'efface et que j'inscris de nouvelles lettres, vous voyez que tout fonctionne exactement comme je le voulais. Et donc ensuite, ça va être la même chose pour ma liste select. Donc si je sélectionne une option ou deux, alors là ici ça ne fonctionne pas, donc je vais faire une erreur dans mon code, certainement quelque part. Alors select.change, ok, var, ouais, ici j'ai mis seller, je ne sais pas pourquoi à la place de valeur, donc évidemment ça ne peut pas marcher. On enregistre, on affiche à nouveau. Donc ici on a toujours nos lettres qui apparaissent en direct, bien évidemment. Et cette fois-ci, si je sélectionne une option, vous voyez qu'elle apparaît ici. Si je sélectionne deux options, elles apparaissent également avec mon séparateur ici. Et trois options aussi. Donc pour revenir très rapidement, pour bien expliquer cet exemple, donc ici on utilise un gestionnaire d'événements keyUp pour récupérer les valeurs entrées dans notre élément input. Donc ici, keyUp function, comme ceci. Alors, on stocke la valeur récupérée dans une variable qu'on affiche immédiatement au sein d'un premier élément span. Alors, cette valeur, on la récupère bien évidemment avec notre méthode val, donc qu'on applique sur la touche qui vient juste d'être appuyée. Tandis que donc, pour afficher les options choisies dans notre liste select, on préfère utiliser la méthode change, donc ici, méthode change qui ne va afficher que les options effectivement choisies et ne pas garder en mémoire les anciennes options cliquées.
donc ce qui est plutôt ce que l'on souhaite généralement. Afin d'avoir un code tout à fait valide, donc on doit gérer également les cas où l'utilisateur ne choisit aucune option ou une ou plusieurs options afin d'ensuite pouvoir utiliser la méthode de join. Et donc c'est ce qu'on fait ici tout simplement. Donc cette méthode val va également pouvoir servir de setter pour un élément de formulaire en précisant en argument une valeur pour un élément. Cependant, donc cette utilisation de val est plus rare et présente concrètement beaucoup moins d'intérêt, et donc c'est pour ça que je ne vais pas la présenter ici. Je me contente tout simplement de présenter l'utilisation en tant que getter de cette méthode val, ce qui est largement suffisant dans la majorité des cas. Et donc nous allons maintenant passer aux deux dernières méthodes que je voulais vous montrer dans ce chapitre, et donc ça va concerner plutôt la sélection d'attributs cette fois-ci. Et on va commencer avec la méthode attr, donc attr, qui est l'abréviation de attribute ou attribut en français. On va déjà donc pouvoir utiliser cette méthode attr en tant que getter pour récupérer la valeur d'un attribut d'un élément. Donc dans ce cas, cette méthode va prendre en argument le nom de l'attribut dont on souhaite obtenir la valeur, tout simplement. Dans le cas où on appliquerait attr à une collection d'éléments, par exemple à tous les éléments P de notre page qui possèdent un attribut précis, cette méthode ne renverra que la valeur de l'attribut choisi en premier élément rencontré. On va également pouvoir utiliser cette méthode attr comme setter pour définir des attributs et leur attribuer une valeur ou pour modifier des valeurs d'attributs déjà existants. Dans ce cas, on passera en argument de attr un nom d'attribut et une valeur. Notez que l'on va également pouvoir définir plusieurs attributs et leurs valeurs d'un coup. Donc on va immédiatement voir un nouvel exemple pour illustrer le fonctionnement de cette méthode donc qui va être très utile et qui est généralement beaucoup utilisée par les développeurs en jQuery, donc je vous conseille de la retenir quand même. Donc ici, je vais supprimer mon code HTML, je n'ai plus besoin de cela. Et je vais également supprimer donc tout ce que j'ai en jQuery ici pour repartir sur des bases propres. Donc j'ai mon titre H1, je vais lui donner une classe, donc par exemple titre tout simplement. Je vais également créer un titre de niveau 2, un titre H2, donc à laquelle je vais donner la classe T comme cela. Donc je vais lui passer le texte utilisation de attr, notre méthode. Ensuite je vais créer un lien en dessous par exemple, donc un lien sans attribut href, bien évidemment ici car je vais vouloir le rajouter ensuite en utilisant ma méthode en tant que setter. Et on va également créer un span afin d'afficher certains résultats. Donc je vais lui donner l'id test comme je l'ai fait précédemment. Hop là, je récupère un peu d'espace. Donc on va déjà commencer par récupérer la valeur de l'attribut classe de H1. Donc on va utiliser notre méthode attr en tant que getter. Donc on récupère la valeur de l'attribut classe de H1 ici. Donc on stocke ça dans une variable qu'on appelle par exemple attH1 ici égale, donc on cible notre titre H1 .attr donc classe. Donc ici on récupère la valeur qui est relative à la classe de notre attribut H1. Donc ici je me contente de mettre H1 pour cibler mon titre H1 simplement car généralement il n'y en a qu'un dans une page, donc ça suffit, normalement ça fonctionne. Ensuite, on affiche cette valeur, donc on affiche cette valeur dans notre span. Donc pour cela, on cible déjà notre span ici, test. Donc texte, valeur de classe de H1, donc plus ce qui est contenu dans notre variable attH1. Donc on va ensuite modifier la valeur associée à l'attribut classe de H2 cette fois-ci. On modifie la valeur associée à l'attribut classe de H2. Donc si je mets les commentaires car le code est un petit peu plus long que précédemment, donc c'est afin que vous ne soyez pas perdu vous lorsque vous regardez donc cette vidéo, c'est plus simple pour vous je pense, même si ça prend un petit peu plus de temps pour moi. Donc on cible toujours notre attribut classe, mais cette fois-ci on rajoute une valeur en deuxième argument de notre méthode
afin d'utiliser comme un setter. Et ensuite, donc, on va définir, donc on définit deux attributs href et target, par exemple, pour notre élément A, et on leur donc attribue justement des valeurs. Donc pour cela, on cible notre élément A, bien évidemment, comme cela. On utilise notre méthode attre et on va utiliser une syntaxe un petit peu différente cette fois-ci car on définit deux attributs d'un coup. Donc une syntaxe qui devrait vous rappeler la syntaxe de on, notre méthode on lorsqu'on définissait plusieurs gestionnaires d'événements d'un coup. Donc http on va mettre en pierre-giraud.com en valeur de l'attribut href. On sépare donc nos différents couples par des virgules. Target, on va mettre donc la valeur blanc ici, comme cela, afin donc que le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, dans un nouvel onglet, et ça devrait fonctionner comme ceci. Donc j'enregistre, j'affiche et je vous explique plus précisément comment ça fonctionne. Donc ici, on a bien valeur de la classe de H1 qui est titre, donc c'est vrai, puisque ici on avait bien donc défini titre en classe de H1. Donc ça fonctionne, donc l'affichage de la valeur de notre titre H1. Ensuite, donc, on modifie la valeur associée à l'attribut classe de H2. Donc, on va immédiatement vérifier si c'est bien le cas en inspectant notre code. Donc, vous voyez que maintenant H2 a bien une classe qui s'appelle titre et non plus T, donc on a bien modifié ceci également. Et vous voyez également donc, que notre lien est fonctionnel, puisque je peux cliquer dessus, et que ça s'affiche donc dans un nouvel onglet. Donc tout marche parfaitement. Alors, pour revenir un petit peu plus en profondeur sur ce code, donc normalement cet exemple ne devrait pas comporter de difficultés majeures pour vous, mais c'est toujours mieux de bien l'expliquer. Donc une nouvelle fois, on commence par récupérer la valeur de l'attribut classe de H1. Donc ici, en utilisant notre méthode attre comme un getter, et on enferme cette valeur donc dans notre variable att_h1. On affiche ensuite le contenu de cette variable grâce à notre méthode de texte à l'intérieur donc de notre span qui a l'id test. Ensuite, donc, on modifie la valeur de l'attribut classe de H2 ici en donnant deux arguments à la méthode attre. Tout d'abord le nom de l'attribut dont on souhaite définir la valeur et la valeur de remplacement. Et donc finalement, on ajoute deux attributs avec des valeurs à notre élément A, donc un attribut href et un attribut target. Et notez bien la syntaxe donc, qui est une nouvelle fois un peu différente lorsqu'on ajoute plusieurs attributs et valeurs d'un coup. Celle-ci devrait encore une fois donc, faire penser normalement à la syntaxe déjà utilisée avec la méthode on. Et donc maintenant, dernière méthode donc, pour ce chapitre, et après je vous laisse tranquille avec toutes ces méthodes. Alors je sais que ça fait beaucoup de méthodes d'un coup qui sont présentées comme ça un petit peu à la suite, mais ce sont vraiment des méthodes importantes que vous allez très certainement réutiliser si vous devez cibler, donc manipuler le DOM HTML, et si vous devez plus particulièrement donc modifier des éléments ou des attributs en HTML. Donc cette dernière méthode est la méthode prop. Donc vous devez savoir qu'avant la version 1.6 de jQuery, on ne faisait pas de différence entre une propriété du DOM et un attribut. Et on utilisait la méthode attre pour récupérer ou définir les valeurs des attributs et des propriétés. Cependant, depuis jQuery 1.6, cette distinction a de l'importance et va mener à l'utilisation de propre plutôt que attre ou inversement. Donc ce concept n'est pas évident à comprendre a priori, nous allons essayer de l'expliquer le plus simplement possible. Alors la première chose que vous devez comprendre est que certains attributs peuvent changer dynamiquement de valeur, tandis que d'autres attributs ne le peuvent pas. Par exemple, lorsqu'on passe un attribut classe à un élément, la valeur de l'attribut classe est fixe. En revanche, lorsqu'on utilise un attribut checked, par exemple, la valeur de l'attribut peut changer dynamiquement selon que l'élément soit effectivement coché ou pas. On va donc distinguer entre deux types de valeurs pour l'attribut checked, celle que nous avons donnée à la base, c'est-à-dire celle présente lors de la génération de l'arbre DOM, et la valeur dynamique, c'est-à-dire celle qui va changer selon que l'utilisateur coche effectivement la case ou pas.
Selon le W3C, donc l'autorité en matière de régulation des langages web, l'attribut checked est un attribut booléen, ce qui signifie qu'il peut prendre deux valeurs, true ou false. Typiquement, lorsqu'on définit en HTML un attribut checked égal à checked, donc c'est-à-dire lorsque la case est bien cochée, la valeur booléenne correspondante va être true. Ces deux valeurs possibles, donc true et false, vont justement appartenir à ce qu'on va appeler plus exactement la propriété checked. Alors je peux comprendre que cette distinction vous semble absurde, et pour faire très simple, donc retenez simplement dans le cas de checked que la valeur de l'attribut checked, c'est-à-dire checked, va être différente de celle de la propriété checked qui va pouvoir prendre donc les valeurs true ou false. Retenez également donc que la valeur de l'attribut checked ne va jamais changer, elle est fixe depuis la génération du DOM, tandis que celle de la propriété checked va pouvoir changer selon l'état de l'élément. Dans ce cas-là, donc nous utilisons donc plutôt propre que atr pour récupérer ou définir la valeur actuelle liée à checked. Au final, donc retenez simplement qu'on va utiliser propre pour tous les attributs dont la valeur peut être changée de façon dynamique, comme par exemple l'attribut checked, selected ou encore l'attribut value. Alors on va prendre un exemple bien évidemment pour bien illustrer la différence entre la valeur d'un attribut et celle d'une propriété, et donc on va prendre l'exemple une nouvelle fois donc de l'attribut checked et de la propriété checked afin que vous compreniez bien véritablement la différence qu'il y a entre ces deux types donc d'objets HTML. Donc pour cela, je vais avoir besoin d'un input de type checkbox par exemple, et que je vais lier à un label comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc ici, je vais supprimer ceci. Ici, je vais supprimer la classe de mon H1 car j'en aurai plus besoin non plus. Je vais supprimer tout ce qu'on a fait en jQuery ici. Et donc, je vais créer tout d'abord un premier label. Donc, label for, on va mettre par exemple le C. Cocher, décocher la case, par exemple. Ensuite, en dessous, notre input de type checkbox, comme cela, avec son ID, donc c'est bien évidemment, et son attribut checked, donc qu'on définit une nouvelle fois sur la valeur check, c'est-à-dire que par défaut, la case sera cochée, donc, et le span en dessous, très bien. Donc ici, on commence par sélectionner notre input et on va utiliser la méthode change une nouvelle fois. Donc change function. Alors, on va créer une première variable, donc variable qu'on va nommer v pour valeur et qu'on va donner égal à la valeur du champ de l'attribut. Et ensuite, donc, on a affiché dans notre span, donc HTML. Cette fois-ci, on utilise la méthode HTML car je vais avoir besoin d'afficher un retour à la ligne. Donc, valeur attribut deux points, donc plus, alors v.attr de checked, comme ceci, et donc plus mon retour à la ligne, valeur de la propriété, plus donc v.prop, et donc toujours pareil de checked. Donc ici, hop, un point virgule là, point virgule ici. On enregistre, on affiche et on commente. Donc par défaut, on a bien donc notre case à cocher qui est cochée comme je vous l'ai dit. Si on décoche la case, vous voyez que la valeur de l'attribut reste checked, puisqu'encore une fois, donc c'est la valeur qui était présente lors de la génération du DOM, tandis que la valeur de la propriété checked est bien false puisque la case est décochée.
Si maintenant je recoche la case, vous voyez que seule la valeur de la propriété change, donc la valeur de la propriété est maintenant true, tandis que la valeur de l'attribut ne change pas une nouvelle fois. Et donc c'est bien là toute la différence entre l'utilisation de attr ou atr et l'utilisation de la méthode prop. Donc ces deux méthodes ne vont pas avoir exactement la même fonction, puisque donc on va plutôt utiliser cette méthode propre pour récupérer ou définir les valeurs donc des propriétés du DOM, tandis qu'on va plutôt utiliser atr donc une nouvelle fois pour définir ou récupérer les valeurs des attributs dont la valeur ne peut pas changer. Donc voilà tout pour ce chapitre donc sur la sélection et la modification d'éléments ou d'attributs ou de propriétés HTML. Et donc dans le prochain chapitre, nous verrons cette fois-ci comment se déplacer dans le DOM HTML en jQuery. Alors une nouvelle fois j'insiste, faites véritablement l'effort de bien comprendre chacun des chapitres, car ici ça va s'emboîter assez rapidement et très rapidement on va avoir besoin donc, de ce qu'on a vu précédemment. Donc ici vous voyez déjà qu'on utilise beaucoup, on réutilise beaucoup les événements et la gestion d'événements en jQuery pour commencer à faire des choses intéressantes dans le DOM. Donc véritablement, essayez de travailler donc, sur chaque chapitre et essayez surtout de bien retenir quand utiliser chaque méthode et comment utiliser chaque méthode, car c'est ce qui fait la force du jQuery, c'est toutes ces méthodes donc, qui sont prêtes à l'emploi et qui sont très puissantes, j'insiste une nouvelle fois dessus, et qui vont nous permettre de réaliser beaucoup de choses sans trop d'efforts. Donc voilà tout donc pour ce chapitre sélection, modification d'éléments HTML, et donc rendez-vous pour le prochain chapitre dans lequel nous apprendrons à nous déplacer une nouvelle fois dans le DOM HTML.